Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Ce n'est pas toujours si évident. Cet épisode est sponsorisé par la régie publicitaire SingPub et réalisé par la radio Urban FM 104.5, la station urbaine. Pour rappel, ce podcast donne la parole à des personnes connues ou moins connues, mais qui ont en commun la maîtrise de leur sujet. Elles interviennent ainsi sur une thématique précise afin d'ôter toutes mes connaissances, mauvaises informations et déformations de l'information qui biaiseraient notre analyse d'une situation donnée. Ce podcast est disponible en écoute sur YouTube, Deezer, Spotify, Apple Podcasts et sur Urban FM 104.5, la station urbaine. D'aussi loin que l'humanité puisse s'en souvenir, les sociétés ont toujours été hiérarchisées. Composées de classes sociales différentes, les couches sociales les plus vulnérables sont celles qui nécessitent à mon sens le plus d'attention. Vous allez certainement me demander ce qu'est une couche sociale vulnérable. Alors sachez qu'ici, je fais référence à des segments de la population qui sont plus susceptibles de subir des préjudices, des discriminations ou des désavantages en raison de divers facteurs, comme par exemple leur situation sociale, leur situation économique, géographique ou physique. Pour ces personnes, les associations, les ONG ou toute organisation qui travaille à les aider, les soutenir et à apporter des solutions à leurs préoccupations sont plus que capitales. Cependant, ces personnes qui ont décidé de consacrer leur vie à aider les autres ont besoin, elles aussi, qu'on les aide à mener leur combat. Comment aider lorsque l'on ne comprend pas vraiment ce qui est en jeu? Comment aider lorsqu'on ne sait pas vraiment vers qui se tourner? C'est pour cela que cette fois-ci, je vous invite à discuter avec Madame Ida de l'ONG Aurore, qui depuis 3 ans déjà a décidé de consacrer sa vie à aider les Gabonais les plus vulnérables. Bonjour Madame Ida, comment allez-vous? Bonjour Madame Gina, ça va, merci. Je suis contente, merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation. Je pense qu'on devait le faire depuis plusieurs semaines déjà, on n'a pas arrêté de repousser, tourner entre les voyages, les retours et tout. Et finalement, on y est, merci pour l'invitation. C'est moi, merci beaucoup. Alors, je vous ai connu, pas physiquement, mais je vous ai connu et entendu parler de votre travail par l'entremise d'un de mes amis qui ne tarit pas d'éloges sur ce que vous faites et qui me disait il faut absolument que je discute avec elle, Gina. Et donc aujourd'hui que vous êtes là au micro du podcast, ce n'est pas toujours si évident. Parlez-moi un petit peu de vous. Qu'est-ce que vous faites? Quel est votre parcours? Qui êtes-vous? Je suis une femme marron. C'est vrai que j'aime pas trop souvent m'étaler sur moi, mais je dirais que je suis une jeune Gabonaise qui a connu beaucoup de péripéties dans la vie et au bout de cela, elle a décidé de venir en aide aux plus vulnérables. Il faut dire que dès ma plus tendre enfance, j'ai été victime de beaucoup de violences au sein de ma famille, des attouchements et autres. Et plus tard dans ma vie de couple, ça a été la même chose dans mon mariage et j'ai même failli perdre la vie. Et je raconte toute mon histoire dans un livre que j'ai intitulé « Le lieu de toute possibilité » où je dénonce un peu les violences dont sont victimes beaucoup d'enfants dans les familles et beaucoup de femmes au foyer, mais le plus souvent on était sous silence peut-être à cause de la classe sociale, à cause de la famille et autres. Et donc voilà, et j'ai décidé depuis 2020 de me mettre au service de ceux-là et de celles-là qui traversent des moments difficiles et qui ne savent pas toujours vers qui se tourner parce que je suis passée par là, je sais ce qu'elle vit, je sais combien c'est difficile et donc j'ai décidé de pouvoir être celle-là auprès de qui ces personnes peuvent se tourner quand elles sont. Je sais que le thème d'aujourd'hui, ce n'est pas vous, mais en introduction du podcast, on dit qu'on donne de la parole à des personnes qui savent de quoi ils parlent. Alors vous avez dit qui savent de quoi elles parlent, les personnes. Vous avez dit tout à l'heure que vous-même, vous avez traversé des situations très, très, très difficiles. Comment vous en êtes sorti du coup? Il faut dire que c'est grâce à Dieu que je m'en suis sortie parce que je ne pensais même pas survivre peut-être 2 ou 3 jours de plus. Il faut dire que j'ai dû m'enfuir parce que je vivais avec mon mari hors du pays, dans un pays voisin, et j'ai dû m'enfuir pour me réfugier à l'ambassade. Mais j'étais dans un sale état. J'ai fait une émission à Gabon Première avec Flora Zuma, où je raconte mon histoire et là-bas il y a les photos de l'état dans lequel j'étais. Racontez-nous votre histoire brièvement. Qu'est-ce qui s'est passé? Non, il faut dire que mon mari était violent, très violent.
Et donc, il me battait jour et nuit à un moment, parce qu'à un moment, vu la situation dans laquelle on était, on vivait, et moi, je venais que je ne pouvais plus, je voulais rentrer au pays avec les enfants, où on allait essayer de trouver un arrangement, mais que je ne voulais plus de ce mariage, je voulais divorcer, je voulais rentrer, après on allait lancer la procédure de divorce. Et lui, il ne l'a pas entendu de cette oreille, donc c'était devenu très chaud au point où je m'évanouissais devant les enfants. Il me battait toujours nu, il m'enchaînait, il m'attachait, je dormais à même le sol, sur les carreaux, il versait de l'eau toutes les 5 minutes, il mettait le split à 16, il était braqué sur moi. C'est pour vous dire un peu ce que j'ai traversé. Des fois, quand les gens commençaient à se rendre compte de la situation, les parents et qui venaient me rendre visite, après, là, ils essaient de me taper maintenant. Ils me tapaient avec tout, hein, les tendeurs à gaz, les anneaux de ceinture de jean, soit en cuir, voilà, ils me tapaient avec ça, ils me tapaient avec les rallonges, les bouts de rallonge, la tête de rallonge, avec les chevrons qui avaient les pointes, ils me battaient et puis ils tiraient. Bon, voilà. C'est vrai qu'on n'est pas à la radio, mais ça, il y a encore des cicatrices qui sont restées. Et puis, des fois, ils prenaient les gros morceaux de savon, ils mettaient dans la chaussette et ils me damaient, ils me frappaient ça au ventre pour ne pas laisser des signes. Comme ça, si les gens viennent, on ne pourra pas dire qu'il m'a battu parce que ça ne laisse aucune trace. C'est des trucs comme ça que je vivais, que j'ai dû dormir dehors. J'étais dans la rue, je dormais avec les enfants de la rue, je les ai côtoyés pendant quelques jours, quelques nuits. Et donc, c'est un peu ça. Et voilà pourquoi, aujourd'hui, je me consacre à ces femmes-là qui traversent des violences, des situations difficiles. Je me consacre aussi à ces jeunes parce que j'ai compris que le phénomène des enfants de la rue est aussi l'une des conséquences des violences faites aux femmes. Parce qu'il y en a qui, face à la violence dans laquelle ils grandissent ou dans laquelle est plongée leur mère, ils décident de partir, ils deviennent rebelles. Souvent, on dit l'enfant est rebelle, mais vous savez des fois pas pourquoi. Des fois, on se dit, mais l'enfant là, il vit dans une belle maison, son père a de l'argent, il est issu d'une famille aisée, mais pourquoi il se retrouve là avec ses enfants, là, c'est Bangando? Parce qu'il ne peut pas dire ce qu'il vit, mais là-bas, il se sent beaucoup plus à l'aise et d'abord, on ne va pas lui poser des questions. Il se dit que bon, si c'est ça être père, pour lui, il ne voit pas pourquoi il va respecter ce papa-là, pourquoi il va respecter cette maman, parce qu'elle n'arrive pas à se défendre devant le père, pourquoi elle ne part pas et tout ça. Donc, c'est un peu à cause de tout ce vécu-là qu'aujourd'hui, je me consacre. On parle beaucoup de violences faites aux femmes et de violences faites aux enfants. Enfin, là, on va parler des populations les plus vulnérables. Et ce qui revient souvent lorsqu'une femme parle des violences qu'elle subit, c'est ouais, mais il faut d'abord te demander ce que tu as fait, parce qu'un homme ne peut pas se lever comme ça et puis décider de battre une femme. Comment vous appréhendez ce genre de nouvelles? Et je me doute bien, vous étiez mariés. Ce n'était pas écrit sur le front de votre mari lorsqu'il est venu vous déposer qu'il vous ferait vivre autant de supplices. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui a été le déclencheur? Il faut dire que moi, déjà, je suis tombée sur un pervers narcissique. Et le pervers narcissique, quand il sent qu'il n'a plus d'emprise sur sa victime, il use de toutes les méthodes possibles pour continuer à garder une emprise sur lui. Et pour moi, le fait que je dise que je veux y rentrer, que je veux plus de ce mariage, que je veux autre chose, pour lui, c'était comme s'il perdait l'emprise. Et il fallait que par tous les moyens possibles, il reprenne son emprise sur moi et parce que pour ceux qui sont des pervers narcissiques, ils veulent contrôler votre pensée, ils veulent contrôler tout de vous, qui vous devez appeler, qui vous ne devez pas appeler. J'avais coupé contact avec mes parents depuis des années, je ne les voyais plus. En fait, ils maîtrisent tout votre entourage. Et s'ils sentent qu'à un certain moment, il y a une chose qu'il est en train de vouloir perdre parmi toutes les barricades qu'il a pu causer, il va user de toutes les méthodes pour reprendre de l'emprise. Et lui, il s'est dit que la violence était le meilleur moyen de me garder toujours sur son emprise, je pense. Est-ce que quand vous grandissiez et que vous êtes devenue une femme, lorsque vous vous projetiez dans votre vie, à quoi est-ce que vous rêviez? Quand vous vous projetiez, vous voyez votre vie comment? Il faut dire déjà que je n'ai pas une enfance toute rose. Donc, c'est clair que je me disais quand je serai grande, je veux ceci, je veux cela. Et comme je n'ai pas grandi avec ma mère, justement, je disais que quand je serai grande, je ne veux pas que mes enfants grandissent sans moi. Et je crois que c'est à cause de ça que pendant des années, j'ai supporté ce que mon mari me faisait subir parce que je disais que je reste pour mes enfants. Parce que si je pars, il va vraiment accepter de donner les enfants. Et celle qui viendra, je ne sais pas comment ce sera parce que moi, avec ma belle-mère, ce n'était pas du tout la joie. Et donc, le plus souvent, quand on est enfant et qu'on se projette, on rêve le meilleur pour nous. On a un peu la vie de princesse avec des étoiles dans les yeux, mais malheureusement, ce n'est pas souvent le cas.
des fois dû à nos choix, parce que moi, je dis que c'est un choix que j'ai fait, c'est lui que j'ai choisi. Donc, si je me suis retrouvée dans cette situation, c'est à cause du choix que j'ai fait. Donc, des fois, c'est dû à nos choix et on se retrouve dans des situations un peu très difficiles ou inconfortables. Et puis, voilà. Le plus important, c'est de rectifier le tir et de décider de sortir de cette situation et de vivre mieux que ce qu'on a vécu avant. Et c'est ce que vous avez décidé de faire. Vous êtes parti donc, vous êtes réfugié à l'ambassade. J'essaie de recoller les morceaux de l'histoire. Vous êtes rentré ensuite au pays. Oui. Et est-ce que c'est là que vous avez du coup eu le déclic de votre engagement dans la société civile? Qu'est-ce qui a attiré votre attention? Qu'est-ce qui a attiré votre intérêt, votre compassion ou votre engagement? Qu'est-ce qui a motivé votre engagement? Déjà, c'était avant que je ne vienne, parce qu'il faut dire que quand je me suis enfuie, que j'ai dormi dans la rue, j'ai cherché des associations où je pouvais me réfugier, demander de l'aide, je n'ai pas trouvé. Et après, j'ai dû malheureusement repartir là-bas. Et je dis à Dieu, en fait, c'est une prière que j'ai faite à Dieu. J'ai dit à Dieu, si j'arrive à sortir d'ici en vie, je rentre dans mon pays en vie, je ferai tout pour pouvoir aider les femmes qui sont dans la même situation que moi, parce qu'on n'a pas idée. Il y a beaucoup de femmes là qui sont dans des grandes maisons, qui sont dans des grands quartiers. On n'a pas idée de ce qu'elles vivent derrière ces barrières qui ont des fois la même taille que la toiture. Et moi, on ne pouvait pas imaginer ce que je vivais. Et du coup, j'ai mieux compris. C'est vrai que j'ai grandi dans un milieu violent. J'ai subi beaucoup de violence et d'injustice. Mais là, j'ai eu un autre regard sur ça par rapport à ce que j'ai vécu en tant que femme, en tant que mère. On a un regard différent. Et donc, je me suis dit, si je sors de là, je ferai tout pour pouvoir aider, venir en aide aux femmes qui traversent la même situation, aux enfants qui sont compliqués. Je serai beaucoup plus attentive à ces enfants qui sont dans la rue pour savoir pourquoi ils sont dans la rue, les aider à regagner leur famille ou à suivre une formation afin de les préparer à la vie d'adulte de demain, parce qu'aujourd'hui, ils sont jeunes, ils sont insouciants, mais demain, ce sont des futurs adultes. Et donc, vous avez survécu ces 2-3 jours? Oui, j'ai survécu. Je dormais dehors sur les bords publics avec des fous, d'un côté, avec des enfants. Et vous êtes ensuite rentré au Gabon? Et après, je suis repartie. Non, en fait, et après l'épisode, après, je suis allée chez mes beaux-parents qui m'ont ramenée chez mon mari. Ça a continué. Après, je me suis refaite. Et bon, bref. Vous êtes rentré au Gabon? Je suis rentrée au Gabon. Et quand vous êtes rentré au Gabon, vous avez recommencé votre petite vie. Est-ce que vous êtes rentré avec vos enfants? Non, j'étais d'abord rentrée seule. D'accord. Quelques mois après, je suis allée récupérer mes enfants avec la complicité de mes beaux-parents qui m'ont aidé à les récupérer. Et ensuite, j'ai dû me battre. Donc, je vendais les glaces, les gâteaux, les yaourts, je faisais des sandwichs. Après, j'ai fait la grillade. Vous êtes repartie à zéro? Je suis repartie à zéro. Je suis allée dans une école supérieure refaire les cours du soir parce que j'étais restée avec mes diplômes et tout ça. Donc, j'ai vraiment tout recommencé. J'ai distribué les SIM. J'étais à Gabon, à Mouf, à Port-Gentil, Gabon Télécom. J'ai distribué les puces comme les petits qu'on voit dans la rue, là, distribués. Je suis passée par tout ça et puis, voilà. Qu'est-ce qu'ils vont servir au quotidien quand vous voulez offrir? Mes enfants, parce que je voulais leur offrir une vie meilleure. Ils étaient dans un certain standing, ils avaient un certain style de vie. Et là, ils étaient complètement... ça avait complètement changé. C'est parti dans tous les sens. Et c'était compliqué pour elles. Et je le voyais au quotidien. Des fois, elles pleuraient. Je savais que c'était compliqué. Donc, je leur disais souvent que c'est vrai que c'est dur pour le moment, mais je ferai toujours me battre pour offrir mieux que ce qu'on a aujourd'hui. Et donc, ce sont mes enfants qui vont me motiver à aller de l'avant, à me battre. Et étant donné que Dieu avait respecté sa promesse et que vous aviez survécu et que vous êtes rentré, à votre tour, vous avez décidé de respecter la vôtre, de créer l'ONG Aurore. C'est pour apporter de l'espoir aux gens et dire que c'est pas encore fini, en fait, que tout est possible. Et c'est même ça le slogan de l'ONG, c'est encore possible. Peu importe votre âge, peu importe par quoi vous êtes passé. Dieu est capable de reconstruire, de faire toute autre chose. Alors, quand vous créez votre ONG, quels sont les objectifs que vous vous donnez? Quelles sont les tâches? Quelle est la feuille de route que vous définissez pour votre ONG? Pour l'ONG Aurore, on s'occupe des femmes victimes de violence. Donc, des femmes battues, des veuves spoliées, des personnes discriminées vivant avec un handicap. Et nous, on s'occupe des Gabonaises et des étrangers. On s'occupe des enfants défavorisés, des orphelins, des jeunes de la rue, parce que, ayant côtoyé certains, quand je suis arrivée, j'ai côtoyé beaucoup de jeunes de la rue, notamment ceux du PK7, j'ai discuté avec eux et puis tu découvres en fait que si celui-là il braque ou si celui-là il fait ce qu'il fait, c'est parce qu'à la maison, c'est lui qui doit nourrir
sa mère et les 7 gosses que la maman a, que sa maman est enceinte et c'est lui qui doit encore payer le trousseau. En fait, au cas par cas, on se rend compte que ces enfants vivent des situations compliquées qui ne devraient même pas vivre à leur âge et qu'ils se retrouvent à jouer le rôle de chef de famille alors que ce n'est pas eux qui devraient faire ça. Et donc, on les emmène à discuter, à leur faire voir la vie différemment, une formation, pourquoi pas, et après voir comment trouver un emploi, sortir de cette vie-là. Et donc, c'est un peu ça. Et c'est ce que nous faisons au quotidien. Nous occupons des femmes, nous occupons des jeunes. Et... Madame, il y a quand même, concernant le Gabon, on a, ces dernières années, vu arriver dans le pays, une batterie de lois sur la protection des femmes, notamment les veuves, mais aussi toute une batterie de lois sur les violences faites aux femmes. Je pense notamment, et c'est un clin d'œil à Gabon Égalité, qui a travaillé durant plusieurs mois, des années même déjà, sur la question des violences faites aux femmes. En ce qui concerne les enfants de la rue, je pense que c'était un combat que le pays avait mené il y a des années en arrière. Et puis, en fait, on a l'impression, quand on est Gabonais, c'est pas en fait une question de vivre avec des œillères, mais on a l'impression que ces questions-là sont les questions qui sont déjà, en quelque sorte, réglées. Est-ce que vous êtes en train de nous dire que ce sont des questions qui ne sont pas réglées du tout et que la situation est beaucoup plus grave que ce qu'on pense? Non seulement elles ne sont pas réglées, mais la situation est vraiment grave. Parce qu'il faut dire que si on met la lumière sur une action qu'on a posée, s'il y a par exemple 10 000 cas et qu'on met la lumière sur 2 ou 3 actions qu'on a posées, il y a encore beaucoup de cas derrière qui n'ont pas été résolus. Donc, la situation des violences faites aux femmes, et merci pour la loi qui a été votée, je ne sais pas si elle sera révisée ou pas, mais pour ce qui est des violences proprement parlées, pour ce qui est des notions de violence et autres, c'est venu mettre la lumière sur beaucoup de choses. Pour nous, au Gabon, c'était normal qu'une femme soit battue, c'était normal qu'une femme vive ça, et souvent même pendant le mariage coutumier, on te dit prendre le panier, et puis un panier percé et tout sort derrière, mais seulement, ce qu'on oublie de dire, c'est qu'il y a beaucoup de femmes qui sont décédées sous les coups des coups de leur mari dans les hôpitaux. Il y a beaucoup d'enfants qui sont orphelins aujourd'hui suite aux violences. Il y a des femmes même qui ont tué leur conjoint par légitime défense parce qu'elles n'en pouvaient plus. Et j'en connais plusieurs femmes comme ça qui se retrouvent aujourd'hui emprisonnées, que ce soit la prison centrale de Libreville ou celle de Port-Gentil. Il y a une dame qui m'a dit il y a quelques semaines, par exemple, j'ai été faire une sensibilisation du côté de la prison de Port-Gentil. Et elle a pleuré quand on a présenté les lois qu'il y a aujourd'hui pour pouvoir aider les femmes qui traversent ces situations compliquées dans les foyers. Et elle a dit si cette loi était sortie quelques années avant que je ne tue mon mari, je ne pense pas que je serais en prison aujourd'hui. Cette femme a tué son mari parce qu'elle était battue tous les jours, mais elle n'en pouvait plus. Et il y a quelques semaines encore ou quelques mois en arrière, il y a une jeune Gabonaise de 21 ans, 24 ans, je pense, qui a tué son compagnon. Mais tout le monde savait que son compagnon la battait tous les jours. Elle est même partie de la maison, elle est partie chez ses parents. Les parents l'ont ramenée, que non, c'est le foyer, il faut supporter. Et elle a fini par tuer son compagnon. Donc, il faut dire que ce n'est pas des questions qui sont traitées. C'est toujours d'actualité. Et moi, je me dis qu'il faut beaucoup plus sensibiliser. Maintenant qu'on a la loi, il faut qu'on sensibilise davantage. Parce que c'est en sensibilisant à chaque fois que les gens vont s'imprégner de ces choses-là et que les choses vont évoluer. Pour la question des enfants de la rue, ça, ce n'est pas une question qui sera résolue maintenant. Avec la précarité qui s'est accrue dans le pays, beaucoup avec comme solution braquer et autres. Ça, il y a des mamans qui, quand elles se rendent compte que son fils braque, il y en a qui chassaient des maisons et donc il n'a plus d'endroit où aller. Donc, il va aller chez un ami 2 ou 3 jours en chasse. Après, il se retrouve dans la rue avec les autres et puis il forme tout un gang et tout ça. Donc, je ne pense pas que ce problème peut être résolu maintenant. Mais on peut réduire ces inégalités-là parce que tout ça, ce sont des inégalités. On peut réduire ces inégalités-là et peut-être dans l'avenir, on pourra les voir disparaître, mais elles ne sont pas encore résolues, elles sont toujours actuelles. Comment on résout la question des violences faites aux femmes, étant donné que l'État, le législateur, ou du moins même la force publique, ils ne peuvent pas être dans chaque foyer et veiller à ce que chaque conjoint ne batte pas sa femme. Comment on résout la question des violences dans ce cas selon vous? Je trouve que pour ce qui est de la loi 006, par exemple, on aurait dû inviter les chefs coutumiers, par exemple. Parce que quand les chefs coutumiers sont consultés et quand
la loi est adaptée en fonction de notre culture, de notre quotidien. Eux, ils ont la responsabilité de faire le relais dans les villages parce qu'ils ont été impliqués. Quand ils vont repartir, ils vont sensibiliser tout le monde. Et quand ils vont sensibiliser les vieux, les papas et autres, eux, en retour, vont sensibiliser leurs enfants. Et c'est comme ça que ça va de génération en génération. Ça veut dire que les plus vieux vont sensibiliser nos grands-pères, vont sensibiliser nos pères vont nous sensibiliser, nous allons sensibiliser. Et si on saute les générations, on vient directement à nous. Ceux qui sont avant nous ne comprennent pas. Pourquoi on ne doit plus faire ci, pourquoi on ne doit plus faire ça, alors que ça se fait depuis des années, ça n'a jamais créé de problème. Et donc, si on ne leur explique pas le bien fondé par rapport à la tradition, pourquoi? Parce que à l'époque, par exemple, je discutais avec un ami il y a quelques mois, à l'époque, par exemple, les violences n'étaient pas tolérées et on s'asseyait au corps de garde, les familles s'asseyaient au corps de garde et ils disaient que bon, regarde comment ton fils a battu ma fille, regarde dans quel état il est. J'espère que c'est la première et la dernière fois. La prochaine fois, s'il fait ça, je tape le diable à ton fils. Et là, le parent va dire à son fils que tu as écouté ce qu'ils ont dit. Si tu touches encore l'enfant d'autrui, tant pis pour toi. Tu vois, genre, toute la société s'y met, fait pression sur le monsieur et le gars, il n'est plus pris. Oui. Alors que ce que nous remarquons aujourd'hui, les jeunes de nos jours n'écoutent plus personne. Donc, pire encore, les parents, il sait qu'il va s'appuyer sur son père parce que son père va dire, chez nous, ça n'a jamais existé. Donc, mon frère, c'est comme ça. Mon fils, c'est comme ça. Donc, il n'y a pas de problème. Si elle ne veut pas, elle part. Il y a beaucoup de femmes au Gabon. Tu vois un peu ce que je veux dire? Alors que si les chefs coutumiers, en fait, si tout est fait dans les règles, moi, je me dis que pour que cette loi-là soit bien imprégnée, il faut qu'on refasse un travail pédagogique dans les villages, auprès des chefs coutumiers, et qu'eux, à leur tour, continuent de faire le relais, et que ça passe en boucle dans les langues. Le pourquoi, pas seulement venir expliquer, mais le pourquoi, quelles sont les pratiques qui se faisaient avant pour que... Parce qu'aujourd'hui, on a l'impression que plus on parle de violence, plus le taux de violence à l'endroit des femmes augmente, alors que normalement, ça devrait diminuer. Et donc, comment ça se passait chez eux pour résoudre ce conflit-là? Comment est-ce qu'on peut adapter aujourd'hui? Comment? Je pense que c'est ce travail-là qu'on devrait faire pour que ça ait beaucoup plus d'impact au niveau de la société et que les résultats soient beaucoup plus visibles. Quel est l'apport que vous donnez, du coup, à ces personnes qui sont victimes de violences, que ce soit des enfants ou des femmes battues, lorsqu'elles viennent vers vous à l'ONG Aurore? Est-ce que vous avez un abri? Est-ce que vous avez un espace où les accueillir? Qu'est-ce que vous faites? Supposons, je suis mariée à Ivanov, qui est là, présent en ce moment, au moment où on fait le podcast. Coucou Ivanov. Je suis mariée à Ivanov et Ivanov me bat depuis plusieurs années. Et puis, aujourd'hui, j'en peux plus. J'ai un nez cassé. J'ai un bras cassé, j'ai des hématomes un peu partout, je m'enfuis de notre habitation et puis j'arrive à vous trouver ONG Aurore. Qu'est-ce que vous faites pour moi? Nous, d'abord, vous emmenez voir un médecin, et puis on va établir un certificat médical et on va chercher à vous loger quelque part. Soyons sécurité. En ce moment, nous sommes en train de construire un centre d'accueil pour femmes battues du côté de Port-Gentil. Avec l'aide de l'ambassade de France. Donc, on va essayer de vous loger quelque part et après vous avoir fait ausculter par un médecin. On a le certificat médical et puis vous avez vos médicaments, vous êtes sous traitement. On vous demande si vous voulez voir un psychologue parce qu'on travaille également avec les psychologues. Et puis, on prend rendez-vous avec le psychologue, on va vous entretien et puis on vous demande ce que vous voulez pour la suite. Est-ce que vous voulez poursuivre votre conjoint? Est-ce que vous voulez qu'on essaie de discuter avec lui? Est-ce que vous voulez... On vous demande ce que vous voulez parce que nous, on ne fait pas. Et nous, on vous accompagne juste dans la procédure que vous voulez mettre en place. Et donc, c'est ça. On vous mettra d'abord à l'abri. Porter plainte n'est pas automatique. On vous mettra à l'abri. Si la dame, il y a des femmes qui viennent qui disent que non, moi, je ne veux pas. Si la dame ne veut pas, c'est pas l'ONG Aurore qui porte plainte, c'est la victime qui porte plainte contre son bourreau. Donc, si elle ne veut pas, on ne peut pas se situer à la... Est-ce que du coup, même si la victime ne veut pas, vous informez quand même les autorités de la situation afin que... Je ne sais pas si c'est possible, mais je pense que la force publique a la possibilité de saisir de certaines situations. Public, oui, nous travaillons avec le tribunal de première instance de Port-Gentil. Donc, lorsque nous avons des cas comme ça, nous signalons toujours le procureur informé, les OPJ, le commissariat central, en tout cas, on saisit les autorités compétentes et des fois, même, je vais avec la victime auprès de ces autorités-là. Puis on lui présente toute la situation et puis c'est à elle de voir ce qu'elle veut faire ou pas. Mais le plus souvent, quand la violence physique
souvent en cas de violence physique, le plus souvent les victimes portent plainte. Le plus, même si des fois après elles désistent en cours de procédure. Qu'est-ce qui, selon vous, fait en sorte qu'elles désistent? C'est la pression familiale. Vous avez été une victime. C'est la pression. Est-ce que vous aviez porté plainte? Moi, non. Mais mes beaux-parents, oui. Mes beaux-parents avaient porté plainte. Ils voulaient le faire enfermer. Et puis, il y a ma belle-mère, on va dire ça comme ça, la sœur de ma défunte belle-mère, qui est venue me supplier de ne pas envoyer son fils en prison, qu'elle allait parler avec lui. Elle est venue avec son mari. Ils m'ont supplié, ils sont venus avec lui à genoux, que ma fille, s'il te plaît, ne le fais pas. Quand tu vois une maman qui se met dans cet état, je ne peux pas être sensible à ça et dire que non, je vais porter plainte. Je demande à un moment de se lever que non, tu n'as pas besoin de te mettre à genoux, ok, il n'y a pas de souci, mais il faut vraiment qu'ils prennent l'engagement de ne pas signer. Madame Oran, c'est ce que certaines personnes font et c'est ce que certaines personnes ont fait. Et c'est peut-être ce qui cause, au niveau, on arrive à des situations où il y a mort d'homme. Oui, bien sûr, bien sûr. Et voilà pourquoi je dis que ce qui pousse souvent aux familles de retirer, aux victimes de retirer les plaintes, ce sont les pressions de la famille. Là, par exemple, on a un cas d'une dame, le mari a été condamné, il a fait la prison, il est ressorti, mais il continue à être violent. La dame veut demander même le divorce, mais la famille, et elle n'est pas gabonaise, la dame, la famille lui dit non, il ne faut pas demander le divorce, mon fils est possédé, je veux l'emmener au village faire des rituels, on va le délivrer, mais tu n'as pas besoin de faire ça, laisse-moi. Et entre-temps, le monsieur, quand il va cogner sur la dame, parce qu'elle est partie de la maison, elle s'évanouit, et il fuit. Ce sont les voisins qui la ramassent pour l'emmener à l'hôpital parce qu'elle s'évanouit sous les coups du conjoint. Donc, souvent, c'est compliqué. Quand tu n'es pas passé par là, des fois, on qui vont dire, mais pourquoi elle retire? Mais pourquoi? On te fait culpabiliser. Déjà, tu te sens mal quand tu es dans cette situation. On te fait culpabiliser que si quelque chose arrive au père de tes enfants, est-ce que tu pourras te le pardonner? Est-ce que tes enfants vont te le pardonner? Est-ce que... Alors que tu es la victime, on veut maintenant te faire passer pour celle-là qui devient le bourreau. Et donc, des fois, tu te dis, bon, moi, je veux pas de problème, donc je vais faire ce que vous dites, mais seulement si ça se reproduit, moi, je pars et après, je suis partie. C'est clair que je suis partie après d'avoir encore encaissé beaucoup de coups, mais après, je suis partie. Et donc, moi, je dis, quand une femme décide déjà de se lever pour aller porter plainte, pour aller demander de l'aide, c'est déjà le processus, c'est le début du processus. Ça veut dire que elle peut repartir chez son conjoint ou chez son mari, mais un jour, elle partirait, elle ne fera plus demi-tour. Parce que le plus compliqué, c'est de sortir la première fois pour aller demander de l'aide. C'est là où c'est compliqué. Mais une fois qu'on l'a fait une fois, on peut le faire 3, 4 fois. La 5e tentative, la personne partirait, elle ne revient. Est-ce que vous avez un travail pédagogique aussi que vous faites avec l'entourage, la famille, lorsqu'il y a la famille? Je le dis parce que la question des violences faites aux femmes, c'est un peu comme la question des violences sexuelles sur les enfants. Il y en a beaucoup au Gabon, à l'intérieur des familles. Et la plupart du temps, lorsque ça se passe, les familles se réunissent et elles disent « on va régler ça entre eux ». Parce que le linge sale se lave en famille. Mais le mal est fait. Le traumatisme, il reste là à vie. Et c'est parce que les gens ne veulent pas en parler que le phénomène grossit. Et donc, est-ce que vous parlez aussi à la famille pour qu'ils comprennent qu'aujourd'hui, que vous soyez le frère, la sœur, l'oncle, la tante, la maman de quelqu'un qui est violent, que ce soit quelqu'un qui est violent sexuellement, physiquement ou même verbalement, quand vous êtes un membre ou un proche de cette personne, vous avez aussi votre rôle à jouer parce que pour peu que vous alliez demander pardon à sa place, vous cautionnez en fait les actions qu'il pose. Il faut dire qu'on essaie de faire ce travail auprès des familles, mais il y en a qui ne sont pas du tout réceptifs. Il y en a qui disent que non, c'est vous qui mettez de mauvaises choses dans la tête. Moi, ce que je dis souvent aux familles, c'est que c'est vrai que c'est votre belle-fille, votre belle-sœur et tout ça, parce que c'est souvent la belle famille qui met la pression. J'ai dit, imaginez que ce soit votre fille, imaginez que ce soit votre femme, imaginez que ce soit vous. Là, je parle aux belles-sœurs parce que des fois, elles sont souvent très acharnées. Hein. C'est belles-sœurs. Ah, les belles-sœurs. Imaginez que ce soit les vous à la place. belles-sœurs. Comment vous allez vous sentir? Et si jamais elle tombe et qu'elle ne se relève plus? Et quand on dit que c'est à cause de vous, c'est sur vos conseils qu'elle est tombée, qu'elle s'est plus relevée. Comment vous vous sentirez? Le plus souvent, ils n'ont pas de parole, ils n'ont plus de réponse et se taisent, mais il faut que les gens comprennent que la question des violences à l'endroit des femmes, que ce soit physique, sexuelle, verbale, c'est une question de vie ou de mort. Si tu ne meurs pas sous le coup du conjoint, la personne peut se suicider, elle peut décider de se donner la mort parce qu'elle ne pourra plus supporter de vivre dans cet état.
Ça peut être ton conjoint, ton frère ou ton fils qu'on tue également parce qu'elle ne peut plus supporter. Parce que moi, par exemple, dans mon état, moi, j'étais convaincue que le seul moyen de pouvoir m'échapper, c'était de le tuer. Mais j'étais tellement faible et il avait tellement maîtrisé mon esprit que je me disais que je n'étais pas assez forte pour prendre le pilon et lui damer ça sur sa tête. Je me disais que si je dame le pilon et qu'il ne meurt pas d'un seul coup, s'il lui récupère, c'est moi qui meurs. Et c'est ce qui a fait que c'est ce qui m'a empêché de prendre le pilon, vous voyez. Et vous n'êtes pas quelqu'un de violent, c'est vraiment quelque chose qui venait. Parce que je me disais, et lui me disait que je vais te tuer parce que je t'ai épousé. Je peux disposer de toi comme je veux. Je peux te tuer. Si je veux, j'appelle tes parents aux obsèques. Si je veux, je t'enterre et après, je leur dirai juste que tu es morte. Et moi, je sais qu'il était capable de le faire. Et donc, pour moi, je disais, je ne vais pas mourir maintenant. Je ne vais pas mourir. Et j'avais moins de 30 ans à l'époque. Je dis, je ne vais pas mourir maintenant. Je ne vais pas mourir. Bientôt, je vais être 30 ans. Je mourrai avant 30 ans. Donc, en fait, dans ma tête, c'était vraiment... J'étais sous le choc, en fait. Et donc, je me disais que pour survivre, pour sortir de cette situation, il fallait que l'un d'entre nous meure. Et comme moi, je ne voulais pas mourir, je me disais qu'il fallait que c'est lui qui meure. Mais malheureusement, il y a beaucoup qui sont dans ce genre de situation. Il y a beaucoup de femmes qui sont dans ce genre de situation parce que le monsieur, il ne veut écouter personne. Il se dit qu'il est tout puissant. Surtout quand on tombe sur des pervers narcissiques, c'est là où c'est encore beaucoup plus compliqué. Mais on bénit Dieu que cette loi a été votée, que cela aide beaucoup et j'espère que quand elle sera mieux assimilée, parce qu'elle n'est pas encore bien comprise parfaitement, quand elle sera mieux assimilée, elle pourra nous aider à réduire les violences à l'endroit des femmes, des jeunes filles et tout ça. Alors, de nombreuses personnes disent aider les populations vulnérables au Gabon. C'est pas inhabituel de sortir dans le centre commercial et de voir quelqu'un avec une boîte pour dire c'est pour les orphelins. Mais malheureusement, certains se sucrent véritablement sur le dos de ces personnes vulnérables. Vous, quelle est votre organisation? Avec qui est-ce que vous travaillez? Qu'est-ce que vous apportez? Là, on a parlé de ce que vous apportiez aux femmes victimes de violences, mais qu'est-ce que vous apportez aux enfants, par exemple? Bon, pour les enfants, par exemple, on a chaque année un camp de vacances qu'on organise pour les enfants défavorisés qui n'ont pas la possibilité d'aller en colonie de vacances et autres. Et puis, durant ce centre aéré, on les emmène à découvrir le talent qu'ils ont, le don qu'ils ont. Et puis, on encourage les parents, pour ceux qui ont des parents, à pouvoir aider les enfants à se développer leur talent et les encourager et faire de ça peut-être un métier. Parce qu'il y a tellement de gens qui n'aiment pas ce qu'ils font aujourd'hui comme métier, donc ils le font tellement mal et d'autres... Voilà, alors que quand quelqu'un fait ce qui le passionne, c'est beaucoup plus intéressant. Et... on a les camps de vacances que nous faisons. On a chaque année une journée récréative qu'on organise en faveur des enfants défavorisés en camp de la rue. On sera à la 4e édition cette année, je pense. Intitulé Un sourire pour Noël, qui se fait dans un centre de loisirs. On le faisait à Port-Gentil uniquement, mais cette année, on le fera également ici à Libreville. On a la rentrée scolaire, les kits que nous offrons aux enfants défavorisés, aux orphelins. Et donc là, nous sommes en train d'organiser une collecte jusqu'au 27 septembre. La collecte est... Vous organisez cette collecte où? À Port-Gentil. Et la collecte se fait dans tout le Gabon. Également. Ici, pour les fournitures, c'est-à-dire qu'on peut vous envoyer de l'argent. On peut envoyer de l'argent ou même les fournitures. Il y a un endroit où on peut aller déposer. Puis ils vont... C'est où cet endroit? C'est la boutique cas par cas. D'accord. En fait, vous êtes une ONG qui est basée à Port-Gentil? À Port-Gentil et à Libreville. Mais c'est depuis l'année dernière seulement que nous sommes ici à Libreville. Donc, il y a beaucoup d'actions qu'on n'a pas encore pu implanter ici parce qu'on n'a pas encore eu des partenaires pour nous accompagner. Et ce que nous faisons à Port-Gentil, quand on a des partenaires et qu'on le fait déjà là-bas, il faut dire qu'ici, le véritable souci, c'est qu'on n'a pas encore un siège propre à nous. Donc, comme on partage avec les locaux, s'ils sont disponibles, s'ils ne sont pas disponibles. Donc là, c'est un peu compliqué dans ce que nous faisons. Quand on aura des locaux, on pourra faire tout ce que nous faisons à Port-Gentil, on pourra le faire ici également. Et donc, pour la rentrée, l'année prochaine, je pense qu'on fera aussi une collecte pour Libreville. Quelles sont les histoires qui vous ont le plus marqué? Une histoire où l'issue n'a pas été celle que vous espériez et qui restera toujours dans vos têtes, et une histoire où l'issue a vraiment été joyeuse et parfaite comme dans les contes de fées. Vous en êtes une histoire qui n'a pas été celle que j'espérais. Je veux dire qu'elle est encore en cours. C'est une jeune dame qui a été violée par un monsieur des cordes. Je ne sais pas, c'était le grand des cordes. Mais... l'affaire n'a jamais abouti. On a les photos, on a
On a le certificat médical, mais l'enquêteur s'est avéré être l'ami du mis en cause. Donc, l'enquête a été vraiment... Ça, c'est un truc que j'attends. J'espère qu'à la prochaine, à la rentrée administrative, à la rentrée... Quel âge avait-elle? C'est une dame, hein. Elle a des enfants, c'est une dame. J'espère qu'à la prochaine rentrée judiciaire, ça aura. Il y a aussi le cas de la petite. Il y a une petite qui a été violée par un huissier de justice ici à Libreville. Ça, c'est un cas qui met en travers de la gorge parce que c'est connu de tout le monde. Je connais partout. Ils te disent que c'est connu, mais pourquoi le monsieur n'est pas en détention préventive? Pourquoi il est en liberté provisoire? Peut-être parce que c'est un monsieur de la loi, je ne sais pas. Donc, on a des histoires comme ça. Elle avait moins de 2 ans à l'époque. Là, maintenant, elle a 2 ans le bébé, mais elle avait moins de 2 ans à l'époque des faits. Ça s'est passé ici. Donc, ce sont des trucs qui nous choquent, J'ai aussi une histoire qui m'a marquée. Je suis tombée sur une famille, une dame qui était victime de violence. Elle n'était pas gabonaise, le mari était gabonais. Ils ont 4 enfants. Et les 4 enfants n'ont jamais été scolarisés. Le monsieur ne travaillait pas. C'est la dame qui travaillait et elle était nounou. Et lui ne battait pas la femme. Il ne la battait pas, mais elle était violentée psychologiquement. Elle était terrorisée par son mari. Quand elle allait au travail, le monsieur vient au travail, il peut faire 3 ou 4 jours, 3 ou 4 tours dans la journée. Il surprend seulement comme ça. Et elle n'avait pas le droit de manger. Donc, si ses patrons lui donnent à manger, elle prend la nourriture, elle l'a gardée, emmenée à la maison pour donner au monsieur. Et quand elle prend le salaire, elle vient donner au monsieur. Le monsieur ne fait pas les courses, il dit ça c'est mon argent, je vais peut-être payer le loyer ou faire ceci. Et puis si tu veux manger avec tes enfants, il lui donne une assiette qui va mendier. Si tu veux manger au Gabon, un Gabonais, je vais taire l'ethnie du monsieur. Et c'est pour dire qu'il y en a qui disent que les violences faites aux femmes, ça c'est pas chez nous, on ne vit pas, mais on n'a pas idée de ce qui se passe dans les maisons. On n'a pas idée de ce que les femmes vivent, ce qu'elles taisent au quotidien, les réalités qu'elles vivent. Et donc, moi, j'ai été choquée de voir que les choses comme ça se passaient au Gabon. 4 enfants, le plus grand à 13 ans, il n'est jamais allé à l'école. Le monsieur dit les enfants n'ont pas besoin d'aller à l'école, donc ils ne savent pas lire. Et là, on est en train de se battre, justement, ils font partie des enfants qui vont bénéficier de cette scolarité-là. On est en train de se battre pour pouvoir inscrire les enfants. D'accord. Et des histoires qui se sont bien finies, que vous avez conduites et qui se sont parfaitement terminées? On a des histoires qui se sont bien terminées, mais après, il y a eu des rebondissements. Donc, je ne sais pas comment dire. Il y a eu le premier procès qu'on a remporté après l'adoption de la loi 006, le monsieur qui a battu sa conjointe, sa concubine, parce qu'on n'était pas mariés. Les gars, du moins, ils étaient à la coutume avec la machette. Il l'a battu. Il avait surpris la dame, il avait filé la dame, il a surpris la dame dans un hôtel. On va contextualiser la chose. Le monsieur, pendant pratiquement plus d'1 an, il ne touchait plus à sa femme. Et il est allé prendre sa maîtresse. Sa maîtresse est venue habiter en face de chez eux, du moins dans la même ruelle. Donc, tous les matins, quand elle sort déposer les enfants à l'école, elle voit le monsieur qui sort de chez la maîtresse ou de chez la nouvelle femme, je ne sais pas comment appeler ça. Donc, il avait pratiquement déménagé toutes ses affaires là-bas. Et donc, elle a commencé à voir quelqu'un d'autre. Elle allait voir les parents. Elle a interpellé les parents pour dire voici ce qui se passe. Et elle a même demandé au monsieur que bon, vu que tu ne peux pas rompre avec elle, est-ce que moi, je ne peux pas déménager parce que je ne peux pas supporter de te voir là-bas. Les enfants vont me demander, ils vont venir. Est-ce que moi, je veux déménager? Le monsieur a dit non. Tu ne déménages pas, tu restes là. Et donc, tous les jours, elle voyait son mari avec la voisine. Et ça faisait plus d'1 an qu'il ne la touchait plus. Donc, après, elle a commencé à voir quelqu'un. Et le jour où elle avait rendez-vous avec ce monsieur, il a filé la dame à l'hôtel, il les a trouvés. Et puis, avec la machette, il les a agressés. Et après, il a déshabillé sa femme. Elle a marché nue dans le quartier pour l'emmener chez son oncle avec la machette. Il a cassé les mains et tout ça. Et lui, il a été condamné, il a fait la prison, il a été condamné à 1 million d'amende. Et ça s'est plutôt terminé. Et aujourd'hui, je crois que la dame, elle travaille, elle s'occupe de ses enfants et ça va. C'est des situations un peu compliquées. Très compliquées, c'est-à-dire que ça relève presque du film d'action ou d'un polar. On sera encore, c'était parce que même quand on l'a hospitalisé,
il allait l'agresser à l'hôpital. Donc, on a même dû le faire sortir. Heureusement qu'il y avait des agents de sécurité. On a dû lui interdire l'accès à la clinique où elle se faisait rester et tout ça. Et donc, oui, la violence faite aux femmes, c'est une réalité au Gabon. Même si les gens se disent que c'est des choses qu'on ne vit pas chez nous, mais ça existe. Nous qui vivons ça au quotidien, qui côtoyons ces femmes au quotidien, on sait que c'est horrible ce qu'elles vivent. Voilà. Alors, aujourd'hui, qu'est-ce que vous attendez de notre société, de nous ici, des personnes qui vont écouter cette émission, des Gabonais en général? Qu'est-ce que vous attendez? J'espère que les gens vont prendre conscience de la difficulté que l'autre peut vivre, la difficulté que l'autre peut traverser. Moi, je dis souvent on ne se moque pas de celui qui se doit quand on n'a pas encore traversé la vie. Il y en a qui disent souvent que oui, si elle est dans cet état, c'est de sa faute. Elle a voulu vite se marier ou elle a fait un mariage, bling, voici ce qui l'attendait. Ou encore d'autres vont dire que, oui, bon, il n'était pas obligé d'aller voler, il n'était pas obligé de faire ceci, il n'était pas obligé de faire cela. Ce que moi j'appelle, c'est l'indulgence des uns et des autres par rapport à ce que nous vivons. Et aussi, interpeller toutes ces personnes de bonne volonté qui peuvent bien nous aider à réaliser ça parce que nous ne recevons aucune subvention de l'État. Nous n'avons pas un partenaire financier, nous n'avons pas un parrain qui nous accompagne. Et tout ce que nous faisons, c'est avec la volonté de l'ONG Work, que je remercie au passage. Et donc, si on avait une subvention ou encore au ministère des Sports, toutes les associations sportives reçoivent une subvention. Et nous qui œuvrons dans le social ou dans le droit des femmes ne sommes pas du tout accompagnés. Pourtant, ce que nous faisons au quotidien, c'est... Et encore que quand on a des cas que nous traitons, il faut savoir que la nourriture, c'est toi. Donc, vous allez vous occuper de la nourriture des enfants, parce qu'elle va te dire on n'a rien à manger. S'il y a des ordonnances, c'est vous qui devez acheter parce qu'elle va te dire que je ne travaille pas ou bien je n'ai rien ou j'ai arrêté le travail ou c'est le monsieur qui m'a demandé d'arrêter le travail. Voilà pourquoi nous sensibilisons aussi les femmes à l'autonomisation. Donc, nous faisons aussi des formations aux femmes et nous offrons des kits d'autonomisation pour qu'elles puissent développer un business. Nous le faisons aussi cette année. Il y en a qui ont pu bénéficier de cela. Et donc, nous appelons toutes les personnes de bonne volonté à pouvoir nous aider et à aider toutes les associations qui le font au quotidien, qui ne sont peut-être pas mises en lumière, qui ne sont peut-être pas connues et qui travaillent. Moi, je dis qu'il est temps qu'on fasse la promotion de ceux-là qui sont au travail et pas de copinage ou de... Il y a des... Malheureusement, pour ce qui est de Port-Gentil, par exemple, il y a des... Mais je crois que c'est la même chose partout. Hein. Même aussi à Libreville. En fait, il y a des gens... Il y a comme un lobby qui a été mis en place, des associations, d'ONG, et c'est eux qui reçoivent toujours les subventions, c'est eux qui reçoivent. Non pas parce que ils sont les plus connus ou parce que c'est eux qui font le mieux, mais parce que peut-être il faut connaître, ils ont quelqu'un qui est à X endroit ou à Y endroit. Et que, bon, il faut connaître quelqu'un pour pouvoir bénéficier de quelque chose, il faut connaître quelqu'un pour pouvoir... Voilà pourquoi nous nous sommes tournés vers l'ambassade de France, encore que c'est eux qui sont venus vers nous, voyant ce que nous faisons et qui ont essayé de nous aider pour la construction de ce refuge-là. Et donc, voilà, on a besoin de toutes les personnes qui peuvent nous aider, on a besoin de toutes les personnes qui peuvent aider aussi des associations comme nous qui travaillent au quotidien, mais qui n'ont pas toujours les moyens de leur politique, mais qui s'acharnent, qui font tout quand même au quotidien pour pouvoir aider les personnes les plus vulnérables, les personnes qui sont dans le besoin. Aujourd'hui, après pratiquement 3 ans dans les rues du Gabon, que ce soit à Libreville ou à Port-Gentil, mais physiquement, ce n'est pas une figure de style. Vous y êtes physiquement dans les rues, vous discutez avec les gens, vous allez les voir, vous essayez de comprendre ce qui se passe. Si on vous demandait aujourd'hui de faire une photographie de l'environnement social de notre pays, de nous donner une idée socialement de ce qu'est le Gabon, qu'est-ce que vous répondrez? Je dirais que le Gabon va mal. Il n'y a aucun mal en ce moment et c'est à cause de ça que toutes ces inégalités augmentent. C'est à cause de ça que la précarité augmente. Je pense que si le taux de chômage diminue, si il y a une adéquation formation-emploi pour la jeunesse, parce qu'il y en a des fois qui sont formés, mais qui après... pour le monde du travail, n'est pas forcément compatible avec les diplômes qu'ils ont. Clairement, j'ai rencontré tellement de personnes qui ont fait littérature africaine. Et donc, du coup, si on a une adéquation formation-emploi, si on a une professionnalisation des femmes
et des hommes également. Et si on arrive à rétablir la couche sociale du pays, je pense que les choses iront beaucoup mieux. Vous pensez que la précarité, c'est l'une des raisons qui amplifie les violences, surtout les violences dans le couple? Oui. Parce qu'il faut dire, rapport aussi, par exemple, pendant la période Covid, la violence s'est accrue parce qu'il y a eu beaucoup de chômage. Il y a eu beaucoup de personnes qui sont allées en chômage technique. Donc, si quelqu'un gagnait, par exemple, 6 millions lorsqu'il allait sur site, quand il est en chômage technique, il a peut-être 300, 400 000. Donc, il a déjà un train de vie auquel il est habitué. Ce sera compliqué pour lui. Et il y en a qui n'ont pas le courage de dire à la femme que non, bon, écoute, en fait, il y a telle chose qui a changé, sans compter les choses qui sont dehors, les personnes qu'il doit gérer, la famille aussi. Donc, le gars il devient violent. Dès que la dame vient dire quelque chose, il répond avec violence, alors que elle serait peut-être une préoccupation importante. Et lui, s'il n'arrivait à parler, c'est là où on dit que la communication est importante dans le couple. Parce que si les personnes arrivent à communiquer, ça résoudrait beaucoup de difficultés. Mais parce que justement, il n'y a pas de communication, c'est la violence qui s'installe. Et puis ça devient plus lourd à porter. Êtes-vous satisfaite de votre travail aujourd'hui, de votre engagement après vous êtes lancée, après avoir respecté cette promesse que vous étiez faite et que vous aviez faite au Seigneur, comme vous nous l'avez dit en introduction? Est-ce qu'aujourd'hui vous êtes satisfaite du travail que vous faites et de l'orientation que vous avez choisie? Bon, je ne dirais pas que je suis satisfaite parce que je n'arrive pas à faire tout ce que je veux. Parce que justement, je n'ai pas les moyens de pouvoir faire tout ce que je veux. Mais je peux dire que je me réjouis de ce que j'ai déjà fait jusqu'à présent. Et j'aimerais faire encore beaucoup plus pour les femmes, beaucoup plus pour la jeunesse. J'aimerais faire encore beaucoup plus et j'espère que je pourrais le faire en tout cas. D'accord. L'ONG Aurore, c'est combien de personnes à ce jour? L'ONG Aurore, déjà, il faut dire qu'on a une antenne ici à Libreville et on a à Port-Gentil également. Donc, il faut dire qu'on a une équipe et on a aussi une équipe de bénévoles. On a une équipe de bénévoles à Libreville, on a une équipe de bénévoles à Port-Gentil. Donc, on va dire environ, 90 personnes en gros. D'accord. On va dire les membres, les bénévoles et autres. Alors, où est-ce qu'on peut vous retrouver si quelqu'un écoute cette émission en ce moment et se dit que, ah tiens, moi j'ai besoin d'aide, j'aimerais vraiment que l'ONG m'apporte leur soutien, que ce soit pour ma voisine, que je vois le voisin battre comme un punching ball sans arrêt, ou que ce soit ce jeune garçon que je vois tout le temps dans mon quartier assis, qui fait rien, mais je suis consciente qu'il a un potentiel et tout. Comment est-ce qu'on peut vous joindre? Okay, j'aimerais préciser qu'on travaille également avec des avocats et que les victimes ne payent aucun frais. Aucun frais durant toute la procédure, c'est aux frais de l'ONG. Donc, pour les personnes qui veulent nous contacter, il y a un numéro ou deux numéros, le 077 37 09 37 et le 066 01 02 04. D'accord. Voilà. Je pense qu'on a fait le tour. Est-ce que vous avez un dernier message à envoyer à la population gabonaise ou du moins, pas à la population cette fois-ci? Je vous donne l'occasion de vous adresser au pouvoir public. Vous avez besoin d'aide, vous faites un travail extraordinaire. Je pense qu'en ce moment, vu qu'on est en train de tout refondre, il y a forcément une oreille attentive qui va vous écouter. Qu'est-ce que vous avez envie de leur dire? J'aimerais dire que pour ceux qui aient des choses à faire, c'est vrai que les décisions qui sont prises pour le Gabon. Et je pense que les personnes qu'on devrait consulter ne devraient pas seulement être celles de Libreville. Donc, celles de l'intérieur du pays aussi, elles ont des propositions à faire. Celles de l'intérieur du pays aussi veulent œuvrer pour le renouveau du Gabon. Et donc, pouvoir inclure tout le monde. Que toutes les provinces se sont concernées par ce travail qui est en train de se faire dans notre pays. Et puis, j'aimerais aussi attirer l'attention à toutes les personnes. Nous sommes en train de récolter. Nous avons 100 kits à offrir, 100 kits scolaires. Donc, il doit y avoir des cahiers, des livres si possible. Donc, s'il y en a qui peuvent nous donner un coup de main, un Airtel Money, un Mobicash, ou déposer même en nature, acheter un cahier, un sac qui voudrait contribuer, ce serait vraiment la bienvenue. D'accord. Donc, je rappelle que pour déposer les fournitures en physique, ils peuvent le faire au magasin Kaparka qui se trouve en face de la mosquée de Batavia. Voilà, exactement. Merci beaucoup, Madame Ida, qui représentait donc l'ONG Aurore. Voilà, c'est la fin de cet épisode de notre podcast
ce n'est pas toujours si évident. Comme quoi, on peut vivre dans les quartiers, on peut voir des personnes sortir jolies, parfumées, maquillées, mais on n'a aucune idée de ce qui se passe réellement dans la maison parce que ce n'est pas toujours si évident de savoir exactement ce que les gens ont au fond d'eux. Et même notre pote du quartier peut être quelqu'un de très violent ou la petite fille qu'on aime beaucoup dans le quartier peut être une enfant victime de violences sexuelles. Et c'est pour cela que c'est important que nous tous, nous prêtions attention en fait à notre entourage et qu'on n'hésite pas à dénoncer. Moi, je fais partie des personnes qui pensent que nous devons passer au niveau de la dénonciation. Si vous avez votre voisine qui crie tous les jours entre 21h et 2h du matin, mais des cris d'effroi parce qu'on la bat terriblement, appelez la police. Si vous avez un enfant qu'on enchaîne à un manguier pour X ou Y raison, encore qu'il n'y a aucune raison qui pourrait justifier le fait qu'on enchaîne un enfant ou qu'on le repasse comme une vulgaire chemise, appelez la police. Il faut absolument que l'on passe au niveau de la dénonciation. Merci Madame Ida pour le travail que vous faites au quotidien. J'espère vraiment que votre témoignage et la présentation de vos activités ne tomberont pas dans les oreilles de sourds. Pour vous, chers auditeurs du podcast, on se retrouve la semaine prochaine avec un invité tout aussi intéressant et important que les précédents. Merci de nous avoir écoutés. Merci Ivanov pour ton accompagnement et à la semaine prochaine. Au revoir.